Cambrinus, roi de la bière, est un extrait des contes d'un buveur de bière paru en 1868, né de la plume de l'illustre romancier Charlemagne Delin, plus connu sous le nom de Charles Delin. C'est un hommage vibrant à la culture de la bière, un pilier de la vie sociale et du folklore local. Originaire de Condé-sur-Escaut dans le nord de la France, Charles Delin a su à travers ses récits capturer l'esprit et les traditions du nord de la France et de la Belgique. Laissez-vous emporter par le son des carillons des clochers qui rythment les jours de fête, où la joie de vivre réside aussi dans la chaleur d'une taverne accueillante. Au temps jadis, il y avait au village de Fresnes-sur-l'Escaut un garçon verrier nommé Cambrinus, selon d'autres Gambrinus, qui avec sa figure rose et fraîche, sa barbe et ses cheveux dorés, était bien le plus joli gars qu'on pût voir. Plus d'une demoiselle de Verrier, en apportant le dîner de son père, agaçait de l'œil le beau Cambrinus, mais il n'avait Dieu que pour Flandrine, la fille de son souffleur. Flandrine était de son côté une superbe fille à la chevelure d'or, aux joues rouvelèmes, j'ai voulu dire vermeilles. Et jamais couple mieux assorti n'eût été béni par monsieur le curé, s'il n'y eut entre eux une barrière infranchissable. Cambrinus n'était point de race verrière et ne pouvait aspirer à la maîtrise. Il devait sa vie durant passer la bouteille ébauchée à son souffleur, sans jamais prétendre à l'honneur de l'achever lui-même. Personne n'ignore en effet que les verriers sont tous gentilshommes de naissance et ne montrent qu'à leur fils le noble métier de souffleur. Or, Flandrine était trop fière pour abaisser ses regards sur un simple garçon, comme on dit en langage de verrier. Cela fit que le malheureux, consumé par un feu 10 fois plus ardent que celui de son four, perdit ses fraîches couleurs et devint sec comme un héron. N'y pouvant plus tenir davantage, un jour qu'il était seul avec Flandrine, il prit son courage à deux mains et lui déclara ses sentiments. L'orgueilleuse fille le reçut avec un tel dédain que de désespoir, il planta là sa besogne et ne reparut plus à la verrerie. Comme il aimait la musique, il acheta une viole pour charmer ses ennuis et essaya d'en jouer sans avoir jamais appris. L'idée lui vint alors de se faire musicien. « Je deviendrai un grand artiste, » se dit-il, « et peut-être Flandrine voudra-t-elle de moi. Un bon musicien vaut bien un gentilhomme verrier. » Il alla trouver un vieux chanoine de la collégiale de Condé nommé Josquin, qui avait un génie merveilleux pour la musique. Il lui conta ses peines et le pria de lui enseigner son art. Josquin eut pitié de son chagrin et lui montra à jouer de la viole selon les règles. Cambrinus fut bientôt en état de faire danser les jeunes filles sur le pré. Il était 10 fois plus habile que les autres ménétriers, mais hélas, nul n'est prophète en son pays. Les gens de Fresnes ne voulaient point croire qu'un garçon verrier fût devenu en si peu de temps bon musicien. Et c'est sous un feu roulant de Colibet que par un beau dimanche, armé de sa viole, il monta sur son estrade, je veux dire son tonneau. Bien que fort ému,
il donna d'une main sûre les premiers coups d'archet. Peu à peu il s'anima et conduisit la danse avec une vigueur et un entrain qui firent taire les rieurs. Tout allait à merveille quand Flandrine parut. À sa vue, l'infortuné perdit la tête, joua à contretemps et battit si bien la campagne que les danseurs, croyant qu'il se moquait d'eux, le tirèrent à bas de son tonneau, lui brisèrent sa viole sur les épaules et le renvoyèrent hué, conspué et les yeux pochés. Pour comble de malheur, il y avait à cette époque à Condé un juge qui rendait la justice comme les épiciers vendent de la chandelle, en faisant pencher à son gré les plateaux de la balance. Il était bègue, parlait presque toujours en latin, marmonnait des patenôtres du matin au soir et ressemblait si fort à un singe qu'on l'avait surnommé Joko. Joko apprit l'affaire et fit citer les perturbateurs à son tribunal. Les Fresnois y allèrent, portant chacun une couple de poulets qu'ils offrirent à monsieur le juge. Celui-ci trouva les poulets si gras et Cambrinus si coupable que, bien que le malheureux eût été battu en plein soleil, il le condamna à 1 mois de prison pour voie de fait et tapage nocturne. Ce fut un grand crève-cœur pour le pauvre garçon. Il était tellement honteux et désolé qu'en sortant de prison, il résolut d'en finir avec la vie. Il détacha la corde de son puits qui était toute neuve et gagna le bois de Domé. Arrivé au carrefour le plus sombre, il grimpa à un chêne, s'assit sur la première branche, attacha solidement la corde et se la passa autour du cou. Cela fait, il releva la tête et il allait sauter le pas quand il s'arrêta soudain. Devant ses yeux était planté un homme de haute taille, vêtu d'un habit vert à boutons de cuivre, coiffé d'un chapeau à plumes, armé d'un couteau de chasse et portant un corps d'argent par-dessus sa carnassière. Cambrinus et lui se regardèrent quelque temps en silence. « Que je ne vous gêne point, » dit enfin l'inconnu. « Je ne suis mis pressé. » répondit l'autre, un peu refroidi par la présence d'un étranger. « Mais je le suis, moi, mon bon Cambrinus. »« Tiens, vous savez mon nom ? Et je sais aussi que tu vas danser ta dernière gigue, parce qu'on t'a fourré en prison, et que l'aimable Flandrine refuse de t'enrôler dans la grande confrérie. » Et ce disant, l'inconnu ôta son chapeau. « Quoi ? C'est vous, Mynheer van Belzébuth ? Eh bien, par vos 2 cornes, je vous croyais plus laid. »« Merci. »« Et quel bon vent vous amène ? » ?»« N'est-ce point aujourd'hui samedi ? Ma femme lave la maison et, comme j'ai horreur des wassingues... »« Vous avez décampé, et je comprends cela. Et vous avez fait bonne chasse ? » ?»« Peu. Je ne rapporte que l'âme du juge de Condé. »« Comment ? Joko est mort. Et vous emportez son âme. Oh, mais ne perdez point de temps, Mynheer. Qu'attendez-vous encore ? » ?»« J'attends la tienne. »« La mienne ? Main code. » Tous les pendus sont gibier d'enfer. »« Et si je ne me pends pas ?
Ce sera l'enfer en ce monde. Ce qui ne vaut guère mieux. Mais ce n'est mi juste cela. Godverdom. Voyons, monsieur le diable. Soyez bon diable et tirez-moi de là. Mais comment? Faites que Flandrine veuille bien m'épouser. Impossible, fieu. Ce que femme veut... Dieu le veut, je le sais. Mais ce qu'elle ne veut point. Ce qu'elle ne veut point. Le diable lui-même y perdrait ses cornes. Alors faites que je ne l'aime plus. J'y consens à une condition. C'est que tu me donneras ton âme en échange. Tout de suite? Non, dans 30 ans d'ici. Ma foi, topez-la. Je suis trop malheureux. Mais vous m'aiderez par-dessus le marché à me venger des gens de Fresnes. Songeons d'abord à te guérir, et retiens ceci. Un clou chasse l'autre. Il n'est si forte passion qui ne cède à une passion plus vive. Jour et nuit joue, et remplace le jeu d'amour par l'amour du jeu. J'essayerai, dit Cambrenus. Merci, Manhir. Il détacha sa corde et tira sa révérence. Il y avait justement à Condé le dimanche suivant un grand tir à l'arc. Cambrenus s'y rendit comme tous les Fresnois. La confrérie des archers de Saint-Sébastien avait fait afficher en matière de prix 5 plats et 3 cafetières d'étain, plus 6 cuillères à café en argent pour le dernier oiselet abattu. Cambrenus gagna à lui seul 4 plats, 2 cafetières et les 6 cuillères d'argent. Jamais on n'avait ouï parler d'une pareille adresse. Comme 8 jours après on devait jouer à la balle sur la place verte de Condé, il forma à Fresnes un peloton de joueurs, et bien que jusqu'alors les Fresnois n'eussent guère brillé sur le jeu de paume, il ne craignit point de lutter contre les parties de Valenciennes et de Carignan, les 2 plus fortes du pays. Les Valenciennois et les Carignonnais furent vaincus par les Fresnois. Ils se fâchèrent et on se battit à coups de poing dans toutes les rues. Cambrenus acheta alors un pinson aveugle qu'à la mode des gens du pays wallon, il emporta partout avec lui. Ayant ouï dire qu'il devait y avoir à Saint-Amand un grand concours de pinsons, il prit son compagnon de route et partit. En approchant de la ville, il rencontra à la croisette les pinsonneurs qui, au nombre de 300, se rendaient au lieu du combat 2 par 2, et tenant à la main leur petite cage en bois garnie de fils de fer. Le cortège était précédé d'un tambour-major, orné de sa canne, 2 de tambours et de 6 jambons fleuris et enrubannés, digne prix de la lutte. Cambrenus leur emboîta le pas, et quand les cages furent rangées en bataille le long du clos de l'abbaye, on entendit un joli concert. Chaque oiseau criait à tue-tête son gai refrain, tandis qu'avec un morceau de craie, son maître, sous la surveillance des commissaires, inscrivait consciencieusement les coups de gosier sur une ardoise. Le bruit était tel qu'on n'eût pas ouï sonner la grosse cloche de la tour. Les Fresnois avaient parié 3000 florins que, sans entremêler son chant des qui échappe aux artistes de second ordre, son virtuose répétait 900 fois en 1 heure le vrai solo, le seul qui puisse compter.
L'oiseau alla jusqu'à 950. Et le maître gagna le premier prix et les 3000 florins. Après quoi, les Amandinois promenèrent en triomphe l'homme et la bête, l'un portant l'autre. Cambrinus se mit alors à parcourir les Flandres, battant avec son ténor les plus renommés pinsonneurs. Et c'est depuis cette époque que les Flamands sont aussi passionnés pour les combats de pinsons que les Anglais pour les combats de coqs. Des Flandres, il passa en Allemagne et voyagea de ville en ville, jouant à tous les jeux d'adresse et de hasard. Partout, il emporta sa chance avec lui. Il fit l'admiration générale, gagna des sommes énormes, devint immensément riche, mais il ne guérit point de son amour. Cette chance infaillible l'avait d'abord enchanté. Plus tard, elle ne fit que l'amuser, puis elle le laissa froid, et bientôt elle l'ennuya. À la fin, il était si las de ce gain perpétuel qu'il aurait donné tout au monde pour perdre une seule fois. Mais son bonheur le poursuivait avec un acharnement implacable. Il recommençait à se trouver bien malheureux. Quand un matin, il s'éveilla avec une idée lumineuse. « À quelque chose bonheur est bon, » se dit-il. « Peut-être que Flandrine consentira à m'épouser maintenant que je suis tout cousu d'or. » Il revint déposer ses trésors au pied de la cruelle. Mais chose incroyable et bien faite pour étonner les demoiselles d'aujourd'hui, Flandrine refusa. « Êtes-vous gentilhomme » dit-elle. « Non. » Eh bien, remportez vos trésors. Je n'épouserai qu'un gentilhomme. Cambrinus était si désespéré qu'un beau jour entre chien et loup, il retourna au bois d'Odomé, grimpa au chêne, s'assit sur la première branche et y attacha solidement sa corde. Déjà il se passait le nœud coulant autour du cou quand apparut le ver chasseur. « Ah, fieu !» lui cria Belzébuth. « J'avais oublié le proverbe. Malheureux en amour, heureux au jeu. Veux-tu que je t'indique un moyen de perdre ?» Cambrinus dressa l'oreille. « Oui, tu perdras, et tu perdras mieux que de l'or. Tu perdras la mémoire, et avec elle, les tourments du souvenir. » « Et comment ?» ?»« Bois, le vin est père de l'oubli. Verse-toi des flots d'allégresse. Rien ne vaut une bouteille de Pio pour noyer la tristesse humaine. » « Vous pourriez bien avoir raison, Mynheer. » Et Cambrinus roula sa corde et retourna à Fresnes. Sans perdre de temps, il fit construire en large pierre de Tournai une cave longue de 600 pieds, large de 40 et haute à l'avenant. Il la garnit des vins les plus exquis. Dans les foudres, rangés sur 2 lignes parallèles, mûrissaient le chaud Bourgogne, le doux Bordeaux, le champagne pétillant, le gai Malvoisie, le Marsala Babillard, l'ardent Xérès, le généreux Tokay et le tendre Johannisberg, qui ouvrent aux têtes carrées d'Allemagne les portes d'or de la rêverie. Jour et nuit, Cambrinus buvait le jus de la vigne dans des verres de bohème.
L'infortuné croyait boire l'oubli, il ne buvait que l'amour. D'où venait ce phénomène? Hélas, de ce que les bons flamands sont autrement bâtis que les gens d'ailleurs. Chez nous, quand les fumées du vin envahissent le cerveau, quand le divin jus bout sous le crâne comme la lave au fond du cratère, c'est alors seulement que l'imagination prend feu. Au 6e vers, le flamand voyait immanquablement devant ses yeux, aux bras de jolis danseurs, des myriades de flandrines qui lui faisaient la nique en exécutant d'interminables carmagnoles. Alors il chercha l'oubli tour à tour, dans le cidre normand, le poiré manceau, l'hydromel gaulois, le cognac français, le genièvre hollandais, le gin anglais, le whisky écossais, le kirsch germain. Hélas, le cidre, le poiré, l'hydromel, le cognac, le genièvre, le gin, le whisky et le kirsch ne firent qu'alimenter la fournaise. Plus il buvait, plus il s'excitait, plus il enrageait. Un soir, il n'y put résister davantage. Il courut tout d'une traite au bois de Domé, grimpa au chêne, attacha la corde. Et sans lever les yeux pour être bien sûr de n'en point revenir, il s'élança la corde au cou. La corde se rompit net, et le pendu tomba dans les bras du chasseur vert. « Oh, veux-tu bien me lâcher, maudit imposteur ?» s'écria Cambrinus d'une voix étranglée. « Comment? On ne pourra même point se pendre à son aise. » Belzébuth éclata de rire. J'ai voulu voir jusqu'où irait la confiance d'un bon flamand. Et maintenant, pour la peine, je vais te guérir. Tiens, regarde. Tout à coup, les arbres s'écartèrent à droite et à gauche, de façon à laisser un large carré vide, et Cambrinus vit s'y aligner de longues files de grandes perches en bois de châtaignier, où s'enroulaient de frêles plantes qui portaient des clochettes vertes et odoriférantes. Une partie des échalas était couchée à terre, et 300 à 400 femmes accroupies semblaient éplucher une immense salade. Cette étrange forêt était bornée par un vaste bâtiment en briques. « Qu'est-ce ceci, man God ?» s'écria le Fresnois. « Ceci, mon brave homme, est une houblonnière, et la maison que tu vois là-bas, une brasserie. La fleur de cette plante va te guérir du mal d'amour. Suis-moi. » Belzébuth le conduisit dans le bâtiment. Il y avait des cuves énormes, des fourneaux, des tonnes et des chaudières pleines d'une liqueur blonde et d'où s'exhalait un âcre parfum. Des hommes en tablier bleu y accomplissaient une besogne étrange. « C'est avec l'orge et le houblon, lui dit Belzébuth, qu'à l'exemple de ces hommes, tu fabriqueras le vin flamand, autrement dit la bière. Quand la meule aura broyé l'orge, tu la brasseras dans cette grande cuve, d'où le vin d'orge passera dans ces vastes chaudières pour s'y marier au houblon. La fleur du houblon donnera la saveur et le parfum au vin d'orge. Grâce à cette plante sacrée, la bière, pareille au jus de la vigne, pourra vieillir dans les tonneaux. Elle en sortira blonde comme la topaze ou brune comme l'onyx et fera des bons flamands autant de dieux sur la terre. Tiens, bois. » Et Belzébuth tira d'un des tonneaux un grand broc de bière écumante. Cambrinus obéit,
et fit la grimace. Bois encore. Encore. L'autre but, rebut, et sentit une sorte de calme descendre peu à peu dans ses sens. N'es-tu pas heureux comme un dieu? Si fait, messire, sauf qu'il me manque le suprême plaisir des dieux. Et lequel? La vengeance. Les gens de Fresnes n'ont point voulu danser jadis au son de ma viole. Donnez-moi un instrument qui les fasse sauter à ma volonté. Écoute en ce cas. En ce moment, 9 coups sonnèrent au clocher de Vieux Condé. Eh bien, fit Cambrinus. Tais-toi et écoute encore. Le clocher de Fresnes répéta la sonnerie, puis celui de Condé, puis celui de Breuil. Après, Dit encore le Fresnois. Tu me demandes un instrument qui force à danser. Le voilà tout trouvé. As-tu remarqué que ces cloches ont chacune leur son particulier? Réunis-en plusieurs, accorde-les. Mets la sonnerie en branle au moyen de 2 claviers, l'un de touche et l'autre de pédale. Tu auras ainsi le plus joli carillon. Carillon, c'est le nom dont je baptiserai ce merveilleux instrument, S'écria Cambrinus. Merci, mon bon Belzébuth. Et adieu. Non, au revoir. Dans 30 ans. Et comme j'aime les affaires en règle, tu vas me faire la grâce de signer ce papier d'une goutte de ton sang. Il lui présenta une plume et un parchemin couverts de caractères cabalistiques. Le Fresnois se piqua le bout du doigt et signa. Aussitôt, la houblonnière, la brasserie et Belzébuth, tout disparut. En retournant à Fresnes, Cambrinus avisa une terre riche et profonde à l'abri du vent. Il l'acheta et y planta du houblon. Il fit bâtir en outre sur la place même du village une immense brasserie, en tout semblable à celle que lui avait montrée Belzébuth. Il la couronna d'un beffroi qui avait la forme d'une gigantesque canette surmontée d'une pinte et d'un canon renversé que terminait un coq doré. Si un étranger était venu dans le pays exécuter ces bizarres travaux, on se fut bien gardé d'en rire, mais le bâtisseur étant né à Fresnes, on le crut fou comme de raison, et on recommença de se moquer de lui. Il n'y prit pas garde, manda des mécaniciens et des fondeurs de cloches, et fit marcher de front l'établissement du carillon et celui de la brasserie. Quand tout fut terminé, il fabriqua 2 grands brassins, l'un de bière blanche, l'autre de bière brune, et un dimanche matin, à l'issue de la messe, il invita les gens à boire un coup. « Pouah, c'est amer !» dit l'un. « C'est affreux !» dit un autre. « Détestable !» ajouta un troisième. « Abominable !» conclut un quatrième. Cambrinus souriait dans sa barbe. L'après-midi, il fit disposer de longues tables autour de la place. Sur ces tables, des pots et des verres pleins de bière brune attendaient les buveurs. Quand les Fresnois sortirent des vêpres, le brasseur les engagea de nouveau à se rafraîchir. Ils refusèrent. « Vous ne voulez pas boire, mes gars ?» pensa Cambrinus. « Eh bien, vous allez danser. » Et il monta à son beffroi.
Soudain, ô prodige, au premier coup des cloches, hommes, femmes, enfants, tous s'arrêtèrent court comme s'ils se préparaient à danser. Tous levèrent les jambes, et le mailleur lui-même secoua les cendres de sa pipe et se redressa. Tous sautèrent en cadence. Et le mailleur et le garde champêtre sautèrent plus haut que les autres. Cambrinus alors s'arrêta, puis il attaqua l'air. « Bande de gueux, voulez-vous danser ?» Les jeunes, les vieux, les gras, les maigres, les grands, les petits, les droits, les tortus, les bancals, les boiteux recommencèrent à danser de plus belle, jusqu'aux chiens se dressaient sur leurs pattes de derrière pour danser aussi. Une charrette passa, le charretier, le cheval et la charrette entrèrent dans la danse. On dansait sur place, dans les rues, dans les ruelles, aussi loin que s'entendait le carillon, et sur la route, les gens de Condé qui venaient à Fresnes danser sans savoir pourquoi ni comment. Tout dansait dans les maisons, les hommes, les animaux et les meubles. Les vieillards dansaient au coin du feu, les malades dans leurs lits, les chevaux dansaient dans l'écurie, les vaches dans les tables, les poules dans les poulaillers, et les tables dansaient, les chaises, les armoires et les dressoirs, et les maisons se mirent elles-mêmes à danser, et la brasserie dansait, et l'église, et la tour où carillonnait Cambrinus faisait vis-à-vis avec le clocher en se donnant des grâces. Jamais depuis que le monde est monde, on n'avait vu un pareil branle-guet. Au bout d'une heure de cet exercice, les Fresnois étaient en nage. Haletants, épuisés, ils crièrent aux carillonneurs. « Arrête! Arrête! Nous n'en pouvons plus !»« Non! Non! Dansez !» répondait le carillonneur. Et plus il carillonnait, plus les danseurs bondissaient. Leurs têtes s'entrechoquaient, et la foule commençait de gémir piteusement. « À boire! À boire !» criaient-ils enfin. Le carillonneur cessa de carillonner, et les hommes, les femmes, les enfants, les animaux et les maisons cessèrent de danser. Danseurs et danseuses se précipitèrent sur les pots, qui, chose étonnante, avaient sauté avec les tables sans répandre une seule goutte de bière. Ainsi mise de goût, les Fresnois ne trouvèrent plus la nouvelle liqueur détestable. Au contraire. Après qu'ils en eurent vidé chacun 3 ou 4 pintes, ils demandèrent eux-mêmes à Cambrinus de faire aller sa musique. Et ils dansèrent ainsi toute la soirée et une partie de la nuit. Le lendemain et les jours suivants, le bruit s'en répandit, et on vint de toutes parts à Fresnes pour boire de la bière et danser au carillon. Une foule de carillons, d'horloges à musique, de brasseries, de tavernes, de cabarets et d'estaminets s'établirent bientôt à Fresnes, à Condé, à Valenciennes, à Lille, à Dunkerque, à Mons, à Tournai, à Bruges, à Louvain et à Bruxelles. Comme une marraine qui jette des dragées, le carillon secoua dans l'air son tablier d'argent plein de notes magiques, et le vin d'orge coula à flots d'or dans les Pays-Bas, en Hollande, en Allemagne, en Angleterre et en Écosse. On y but la bière brune, la bière blanche, la double bière, le lambic, le faro, le palal,
l'ascotal, le porteur et le stout, sans oublier la cervoise toutefois. Le carillon de Fresnes resta le seul carillon enchanté. La bière de Fresnes, la meilleure bière. Et les Fresnois, les premiers buveurs du monde. Des concours de francs buveurs eurent lieu, comme les concours de pinson dans tous les Pays-Bas, mais ce n'est qu'à Fresnes qu'on trouva les gentils buveurs, capables d'absorber une centaine de pintes en un jour de kermesse et 12 chopes pendant que sonnent à l'horloge de l'église les 12 coups de midi. Pour récompenser dignement l'inventeur, le roi des Pays-Bas le fit duc de Brabant, comte de Flandre et seigneur de Fresnes. C'est alors que le nouveau duc fonda la ville de Cambrai. Mais le titre qu'il préféra à tout autre fut celui de roi de la bière que lui décernèrent les gens du pays. Il ne tarda point du reste à éprouver les généreux effets de la brune liqueur. D'abord, il vida tous les soirs ses 2 canettes. Au bout de 6 mois de ce régime, son délire amoureux se calma. La figure de Flandrine lui apparut moins nette et moins railleuse. Lorsqu'il put contenir ses 12 pintes, il ne sentit plus en lui une rêverie vague et indéfinissable. Le soir où il alla jusqu'à 20, il tomba dans une sorte de somnolence qui n'était point sans charme, et oublia tout à fait Flandrine. En peu de temps, son visage rouvelème rivalisa avec la pleine lune. Il devint très gras et fut parfaitement heureux. Quand Flandrine vit que le seigneur de Fresnes ne songeait point à réclamer sa main, ce fut elle qui vint tourner autour de lui. Mais comme il rêvait les yeux à demi clos, il ne la reconnut point et lui offrit une pinte. Le roi de la bière était d'ailleurs un brave homme de roi, qui mettait son bonheur à fumer sa pipe et à boire sa chope à la même table que ses sujets. Ses sujets imitèrent tous son exemple. Et c'est depuis lors que fumeurs mélancoliques, ventre en nous traînés en fleurs, les bons flamands passent leur vie à vider des pintes, sans dire du mal de personne et sans songer à rien. Cependant, les 30 ans étaient révolus, et Belzébuth songea à réclamer l'âme de Cambrinus. Le diable ne va pas toujours chercher ses dettes en personne. Ainsi que les créanciers d'en haut, il envoie quelquefois un huissier. D'un autre côté, comme le monde en vieillissant devient pire et donne plus de besogne à ceux d'en bas, Belzébuth, afin d'y suffire, est obligé de temps à autre de faire des recrues. Pour renforcer son personnel, il choisit parmi les nouveaux venus les braves gens qui sur la terre lui ont plus particulièrement ressemblé. Le juge, qui avait autrefois condamné Cambrinus, eut ainsi la gloire de passer diable. Et en souvenir de ses anciennes fonctions, Belzébuth résolut de l'élever au rang d'huissier infernal. « Approche, face de singe !» lui dit-il un matin. Le moment est venu de te signaler par de nouveaux exploits. Tu vas te rendre au village de Fresnes, et là, tu réclameras en mon nom l'âme de Cambrinus, roi de la bière. Voici le titre. Sous sufficit, do dominé, répondit Jocko, et il prit sur le champ la route de Fresnes. Il arriva le dimanche même de la ducasse. Le roi de la bière était justement monté à sa tour. Il vit venir de loin l'émissaire de Belzébuth, le reconnut et se douta de ce qui l'amenait. Il était environ 6 heures.
et les gens sortaient de table, ayant bu et mangé depuis midi. Les uns se répandaient dans les cabarets pour digérer en fumant une pipe. D'autres jouaient aux quilles ou au corbeau, ou bien encore au bricotio. L'envoyé de Belzébuth s'adressa à un cercle de buveurs assis devant la porte de l'estaminet du Grand Saint-Laurent, patron des verriers. Pourriez-vous me dire où est Cambrinus? Tiens, c'est vous, monsieur le juge. Dit en le contrefaisant un verrier nommé Coyote. Je vous croyais mort. Je suis mort en effet, Répondit Joko. mais c'est égal. Je voudrais parler à Cambrinus. À ce moment, une gerbe de notes éclata dans les airs comme une fusée, puis le carillon se mit à jouer. « Bonjour mon ami Vincent, la santé comment va-t-elle » Aussitôt le juge de sauter comme un gigantesque pantin. Qu'est-ce que j'ai donc? Disait-il. Et rien n'était bouffon comme la mine furieuse avec laquelle il gigotait. Tous les Fresnois s'attroupèrent en se tenant les côtes de rire. Ah, Scadella, quel nez il a! Joua alors le carillon, et 200 voix chantèrent en chœur. Ah, Scadella, quel nez il a! Tant que le danseur tomba par terre, épuisé et hors d'haleine. Le carillon se tut. Comme Joko se plaignait d'une soif horrible, on lui apporta une chope de bière qu'il vida d'un trait. Ayant toujours aimé à hausser le coude, il en but une seconde, puis une troisième, puis une foule d'autres avec ses bons amis les Fresnois. À force de boire, il oublia complètement sa mission, et quand vers la 5e chope, les têtes s'échauffèrent et que les houblons commencèrent, comme on dit chez nous, à dépasser les perches, il se leva, prit les pots, les canettes et les verres, jeta tout sur le pavé, renversa la table et le couvert par là-dessus, puis se mit à danser de lui-même en réclamant la musique à grands cris. Les Fresnois coururent tous derrière lui à la queue leu-leu. Il fit plusieurs fois le tour de la place sur l'aire de la Kodaki et emmena la bande hors du village à 1/4 de lieue de là. Il tomba enfin sur la route, rendu de fatigue et tout à fait hors de combat. On le coucha contre une meule de foin, et il y dormit 3 jours et 3 nuits sans débrider. Lorsqu'il se réveilla, il fut si honteux qu'il n'osa ni retourner à Fresnes, ni rentrer en enfer. Ne sachant où aller, il avisa une bourse vide qu'un pauvre homme tendait aux passants. Il y entra et s'y cacha si bien qu'il y est encore. Et de là, vient qu'on dit en comme un proverbe d'un homme sans le sou, qu'il loge le diable dans sa bourse. Le seigneur de Fresnes continua de carillonner et de brasser de la bière jusqu'à près de 100 ans sans autre nouvelle de l'enfer. Comme il est convenu que le diable ne perd jamais rien, Belzébuth espérait repincer l'âme du duc de Brabant au jour de sa mort. Mais quand vint le moment suprême, à la place de son débiteur, il ne trouva qu'un tonneau de bière. Il fut bien attrapé. Est-ce par un effet du breuvage d'oubli, ou bien Belzébuth voulut-il se venger du tour que lui avait joué Cambrinus?
Le souvenir du roi de la bière ne tarda point à se perdre à Fresnes et dans tous les Pays-Bas. Les Douaisiens célèbrent encore aujourd'hui la fête de leur vieux gaillan. Mais il y a beau temps qu'à Cambrai, on ne promène plus le géant d'osier qui représentait Cambrinus, le royal fondateur de la ville. C'est chez les Prussiens que s'est conservée la mémoire du Bacchus du houblon. Là, dans chaque taverne, vous verrez appendu à la place d'honneur une magnifique image qui représente assis sur un tonneau un brave chevalier revêtu d'un manteau de pourpre doublé d'hermine. La main gauche s'appuie sur une couronne et une épée, la droite élève triomphalement une chope de bière écumante. C'est bien Cambrinus, le roi de la bière, tel qu'il était de son vivant, avec sa belle figure rouvelème, ses longs cheveux dorés et sa longue barbe d'or. Les étudiants nomment chaque année Birkenich le plus franc buveur d'entre eux. Et seul, il a droit à cet insigne honneur de s'asseoir sous le portrait du monarque mousseux. Les gens de Fresnes seront bien étonnés quand ils liront cette véridique histoire. De même qu'ils n'ont pas cru jadis au génie de Cambrinus, ils ne croiront point aujourd'hui à sa gloire. Et quand celui qui a écrit ces lignes ira boire une pinte à la ducasse de Fresnes, on ne se gênera mis pour le traiter d'imposteur, tant il est vrai que nul n'est prophète en son pays. Qui pourrait régner sur le royaume de l'orge et du houblon et porter la couronne avec une dignité sans pareille? Ce n'est autre que Cambrinus, le roi bien-aimé de la bière, symbole représentant la joie de vivre typique des Flandres et du Brabant, qui a défié le diable et a triomphé pour s'asseoir sur son tonneau en guise de trône. L'origine de la légende de Cambrinus est incertaine. Il est assimilé à Jean Ier, duc de Brabant dit le Victorieux, qui lors d'un festin serait monté sur une pyramide de tonneaux pour prononcer un discours de victoire militaire, une chope à la main. Mais aussi à Jean sans peur, le duc de Bourgogne, ayant créé l'ordre du houblon d'or au XVe siècle, qui était renommé pour sa haute stature, sa constitution robuste et son penchant pour la bière. Plus connu sous le nom de Gambrinus, Cambrinus est devenu le géant de plusieurs villes du nord de la France, notamment à Béthune, qui l'honore au mois de novembre de chaque année avec le festival Gambrinus Fest, valorisant les bières de Noël des artisans de plusieurs agglomérations. Dans les rues pavées de Fresnes-sur-Escaut, sa légende prend vie sous forme de marionnettes géantes. Autour de lui se rassemblent ses fidèles compagnons. Flandrine son aimé, Belzébuth le diable, Jocko le juge et un carillon ambulant, chacun ajoutant sa note unique à ses festivités animées. Ces créations, façonnées par l'association Les Grandes Personnes d'Aubervilliers, en collaboration avec des artisans locaux tels que les habiles doigts de fée, incarnent le caractère festif et la tradition brassicole ancrée dans l'âme du Nord. Ainsi paré de son charisme ancestral et de son éclat festif, Cambrinus devient un pilier incontournable de toutes les festivités qui animent la petite commune et les environs.